Épisode 55, encore. Bienvenue à un autre épisode encore. Cette fois, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 55 de ce balado conscient, ma conversation avec l'artiste, la commissaire et chercheuse d'ascendance Giangahaga et française, France Trépanier. Enregistré le 7 juin 2021 en pleine pandémie COVID, sur Zoom à partir de ma maison à Ottawa et celle de France en Colombie-Britannique. J'avoue que je vous rappelle cette conversation parce qu'elle a eu une très grande influence dans ma vie, en partie au niveau de ma compréhension du temps et de l'espace, et aussi pour l'énergie vitale que France partage avec son travail et ses perspectives. Alors, France nous parle de terra nullius et comment il s'est passé quelque chose au moment du contact, au moment où les Européens sont arrivés avec cette notion-là de la propriété. Elle parle aussi de la vision eurocentrique et élitiste des pratiques artistiques et comment cela va être un tout petit instant dans l'histoire et comment les premiers arrivants ici n'ont pas compris ce qui était en face d'eux, d'où le titre « Un petit instant ». France nous parle aussi de la tragédie du Canada, dans le sens que les nouveaux venus n'ont jamais pu adopter les cultures d'ici. Donc, une grande mésentente persiste. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Alors, encore une fois, un grand merci à France pour cet entretien et je vous souhaite une bonne écoute ou réécoute. Un petit instant. Je pense que ce cycle-là du colonialisme et de ce que ça a apporté, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de ce cycle-là aussi. Et avec le recul, on va s'apercevoir, je pense, que ça va être un tout petit instant dans un espace beaucoup plus vaste. Et on est en train de retourner à des connaissances très profondes de qu'est-ce que ça veut dire de vivre ici, sur cette planète, ce que ça implique comme possibilité, mais comme responsabilité aussi, et de maintenir les relations harmonieuses. Moi, je dis la solution à la crise climatique, c'est cardiaque. Ça va passer par le cœur. C'est de retomber en amour avec la planète. Tu sais, c'est ça le travail. Une autre émission du Balado Conscient, je suis avec France Trépanier, que je connais bien depuis plusieurs années. Bienvenue, France. Merci, Claude. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Ben écoute, c'est vraiment un honneur pour moi parce que on a eu différents échanges au cours des années, au Conseil, dans le milieu des arts, dans des rencontres d'art autochtones, toutes sortes de points de contact. Mais là, on va pouvoir se parler de ta pratique qui m'intéresse beaucoup, tant au niveau de ton art, mais aussi ton travail en tant que commissaire, mais aussi organisatrice d'événements. Je pense à couleurs primaires et d'autres activités qui sont toutes reliées, interreliées, j'en suis certain. Mais peut-être commencer par nous présenter qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais, s'il vous plaît. Avec plaisir. Mon nom est France Trépanier. Je suis artiste, commissaire et chercheur d'ascendance Kanien'kehá:ka et française. Donc, ma famille vient du Québec, mais depuis une vingtaine d'années, je suis installée sur le territoire non cédé des Lekwungen et des Saanich, donc les Saanich de la côte, sur l'île de Vancouver, donc plus précisément sur le territoire de la Première Nation Tsekom. Donc, j'habite à 3 minutes de la mer Salish, qui donne sur les îles du Golfe. C'est un endroit magnifique. Ma pratique s'étend déjà sur plusieurs décennies. Je baigne dans le milieu artistique depuis longtemps. Et à la blague, je dis souvent que j'ai probablement occupé toutes les positions possibles dans le monde des arts. Donc, d'être à la fois, de travailler dans la communauté, je suis membre fondatrice d'un centre d'artistes en Outaouais.
il y a très, très longtemps, mais aussi j'ai une expérience d'agente au Conseil des arts du Canada. J'ai travaillé aussi comme agente politique des arts au ministère du patrimoine canadien. Donc, j'ai une expérience de l'intérieur, d'être dans les institutions. J'ai représenté le Canada à l'ambassade du Canada à Paris. Et maintenant, je suis autochtone francophone vivant en milieu minoritaire et linguistique. Écoute, il faut bien habiter en quelque part. Ça fait bien des chapeaux à porter. J'ai une pratique de commissaire. Je suis venue au commissariat un peu par nécessité parce que, en fait, la manière dont on présentait les arts autochtones me semblait assez inadéquate. Donc, c'est venu par frustration. J'avais l'impression qu'on ne rendait pas justice ni aux artistes autochtones ni à leur travail en les présentant dans des cadres conceptuels qui étaient un peu décalés. Donc, je me suis mis à présenter un peu ce travail-là. C'est un peu ce que j'ai fait aussi au Centre culturel canadien à Paris pendant quelques années, de présenter le travail d'artistes autochtones à un public qui avait encore la notion des Indiens à plumes et ma cabane au Canada. C'était un peu ça, tu sais, le regard, et d'amener des artistes contemporains. Ça permettait de pousser un peu la réflexion et la présentation de ces artistes-là. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis au fil des années, mais c'est sûr, j'ai travaillé avec plusieurs communautés autochtones, avec plusieurs communautés, pas juste autochtones, pour me retrouver ici maintenant où je partage mon temps entre ma propre pratique artistique, ma pratique commissariale, mais aussi le projet que tu mentionnais. Donc, je suis co-directrice de l'initiative Primary Colors, couleurs primaires, dont l'objectif est de placer les arts autochtones au cœur du système des arts, au Canada, là où il aurait dû être depuis le tout début. Donc, de recentrer un peu cette notion-là, tout en faisant une place aux artistes et alors aux pratiques des artistes noirs et de couleur. Mm-hmm. Mais commençons avec quelques réflexions ou des commentaires sur la notion de réalité. Je sais que tu as écouté l'émission Réalité et d'autres balados dans la série, mais c'est quoi pour toi la notion de réalité? Comment tu l'approches? Donc la saison 2 porte sur la réalité, sur la manière d'accepter la réalité, comment nous pouvons surmonter le deuil écologique et comment tracer pour soi et pour les autres une voie pour l'avenir. En questionnement, toujours en questionnement. Je voulais te dire que ton balado me parle beaucoup, ça résonne beaucoup pour moi, l'approche que tu as adoptée. Et j'ai aussi une pratique bouddhiste zen, donc ça fait longtemps que je me questionne sur cette idée de réalité. Les différentes sphères de réalité aussi. Je pense que depuis très longtemps, je suis consciente que en fait, on vit dans une toute petite bande de réalité. Il y a plusieurs sphères qu'on habite peu ou pas. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup des populations autochtones ici sur la côte ouest, où la relation avec le monde supranaturel est encore très présente. Donc, la bande de lecture, si tu veux, de la réalité, il me semble plus élargie à certains égards. Donc, ça demeure, c'est un work in progress. C'est un projet en cours toujours d'être en relation avec la réalité, peu importe ce qu'elle est, et d'essayer d'être consciente de ma subjectivité dans cette perception-là. Ben, on va revenir dans quelques instants à ta pratique, mais je voulais aussi parler de la notion du deuil. Je sais que c'est un sujet délicat
en tout moment et particulièrement en ce moment. Oui. Mais le deuil écologique, moi, j'ai réfléchi à ça parce que je le sens dans mon corps. Je suis allé au chalet juste en fin de semaine, puis je sens la nature qui est en désarroi, qui me parle, qui est comme... Puis c'est tellement triste, et pourtant elle est forte, et elle est capable de résister jusqu'à un certain point, mais la notion de deuil écologique, comment tu vois ça? J'ai peut-être une vision un peu plus optimiste. Il y a plusieurs aînés qui... C'est une question que je pose souvent aux aînés, entre autres, leur perception de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de vivre. Et il y a plusieurs approches, évidemment, mais j'ai entendu souvent l'histoire qu'on s'approche du sixième monde. Donc, on a déjà vécu des cycles comme ça où les êtres humains, peut-être leur présence était moins importante. Alors, moi, je m'inquiète pas trop pour la planète comme telle, parce que je pense que la planète, ça va aller. Mais c'est peut-être pour les humains. Pour l'instant, c'est peut-être moins positif, si on veut. Mais il y a quelque chose qui est cyclique dans ça aussi. Et je pense qu'on s'approche d'un cycle. On s'approche de la fin d'un cycle. Les choses vont se transformer. Mais je ne pense pas qu'on va tuer la planète. Je pense que la planète va s'organiser pour retrouver un équilibre. Donc, dans ce sens-là, ouais, ça me fait pas peur. Mais de toute façon, j'ai pas peur de la mort en général. Je pense que j'ai un rapport à ça, à cette idée de cycle, à cette idée de choses qui se transforment constamment. Et je pense que pris sur un plan collectif global, peut-être qu'on est dans ça, on arrive à la fin d'un cycle. Et bon, c'est sûr, c'est inconnu là, par là où on va, mais je m'inquiète pas trop. En tout cas, pas pour la planète. Oui, 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 oui. Non, mais je pense, tu as raison, je pense. C'est une question aussi d'accepter où on en est rendu, qu'est-ce qu'on a fait, puis de... Comme la notion d'accepter, c'est assez conceptuel, dans le sens que je veux émotionnellement accepter ce qui est réellement. Tu sais, moi aussi, je suis bouddhiste, ce qui est réellement devant moi, ce que je ressens réellement, et ensuite que ça informe ce que je vais faire. Puis ce que je vais faire pour être assez passif, dans le sens que c'est pas une question de paniquer, mais c'est de poser des bons gestes, Ouais. tu sais, et d'aller de l'avant d'une façon informée et responsable, et qui a une vue quand même à long terme, une perspective à long terme. Je pense que c'est ça qui manque des fois, parce qu'on est tellement sur nos intérêts à court terme qu'il faut vraiment penser. C'est pour ça les cultures autochtones et les 7 générations, tout ça, c'est tellement important comme concept, parce que ça nous permet de voir au-delà de nous. Ouais. Oui, tu as raison. Puis on se situe dans des espaces-temps beaucoup plus vastes. On se rend compte qu'on fait partie d'une beaucoup plus longue chaîne. Euh, et de se projeter dans l'avenir sur un plus long temps, mais c'est aussi de se projeter dans le passé. Je pense que pour moi, le défi de l'enjeu écologique ou de la crise écologique dans laquelle on se trouve, c'est de bien comprendre la source du problème. Et de ne pas juste mettre un pansement, de ne pas juste essayer de faire des petits ajustements sur nos manières de vivre, mais de vraiment porter un regard sur la nature même du problème. Et pour moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose au moment du contact, au moment où les Européens sont arrivés. Ils sont arrivés avec cette notion-là de propriété. Hein, on parle de terra nullius, bon, l'idée qu'ils pouvaient s'approprier les territoires qui étaient inhabités. Puis je mets des guillemets sur inhabités. Et je pense que ça a été notre première collision de vision du monde, où les Européens sont arrivés avec cette idée-là où on pouvait posséder le territoire. Donc l'idée de propriété. Et bon, on sait où ça nous a mené, la notion de propriété. Et ça a été, je pense que la question de relation au territoire, de prendre soin du territoire, d'être en relation avec lui, ça s'est brisé. On s'est déconnecté de la nature. En fait, on s'est pensé supérieur à la nature. On a pensé qu'on pouvait juste s'en servir comme on le voulait.
Et je pense que c'est là où il y a eu vraiment une rupture dans cette continuité-là. Et pour moi, et dans mon travail d'artiste et de commissaire, c'est là-dessus que je me penche beaucoup, sur comment on se rebranche, comment est-ce qu'on réétablit notre rapport au monde naturel, à la planète et les uns aux autres. Donc, c'est pas juste des gestes accessoires de faire le recyclage, de prendre moins l'avion. Oui, bon, oui, je dis pas que ça, c'est pas important, mais je pense que ça va beaucoup plus profondément que ça. Je pense qu'il faut revoir, se rebrancher sur une relation et de nourrir cette relation-là de manière très active. C'est pas juste une vue de l'esprit, là. Ça se manifeste au quotidien. Et je pense que si on peut si on peut donner l'expérience de cette connexion-là, à mon avis, ça nous met sur la bonne voie. Ben, peux-tu nous donner un exemple soit d'une de tes œuvres ou une œuvre que tu as commandée ou que tu as mis en espace qui fait ça? Je travaille en fait sur un projet maintenant qui s'appelle Dreaming the Land, rêver la terre ou rêver le territoire. D'abord, une petite mise en contexte pour ce projet-là. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai un atelier, un espace atelier dans mes rêves. Alors, délibérément, j'occupe un espace créatif dans mes rêves. C'est comme mon atelier, j'ai un atelier. Et je le nourris, j'en prends soin. Il y a beaucoup de mon travail créatif qui se passe dans cet espace-là où mon intellect est au repos souvent. Donc, ça laisse place à une autre forme de créativité. Ma tête n'est pas toute en train d'analyser tout le temps. Donc, c'est un espace intéressant où travailler. Et quand je suis arrivée sur la côte ouest, j'ai découvert que dans les communautés autochtones, il y a des gens qui sont rêveurs. C'est ça leur boulot dans la vie, c'est d'être rêveur. Il y en a qui sont guérisseurs, il y en a qui sont ébénistes, il y en a qui, bon. Mais il y a des gens ici, et ça existe encore, qui sont rêveurs. C'est ça leur fonction dans la communauté. Et on fait appel à ces gens-là quand on a besoin de nouvelles histoires ou de nouvelles cérémonies ou de nouvelles danses. Et ces rêveurs-là accèdent à d'autres sphères de réalité et sont capables de ramener ces choses-là au service de la communauté. Donc, évidemment, je suis fascinée par cette découverte-là. J'ai poursuivi mes recherches et j'ai eu la grande chance de rencontrer des rêveurs. Donc, une avec laquelle je travaille présentement, qui est une aînée de la nation Namgish, donc la grande famille Kwakwakwa. Elle est rêveur, c'est rêveuse. Et elle joue ce rôle-là dans sa communauté depuis très longtemps. Et on travaille ensemble présentement. Et l'idée de ce projet-là, donc de Dreaming the Land, c'est d'inviter une dizaine d'artistes sur différents territoires à entrer en relation avec le territoire, mais à partir d'un espace de rêve. Et on partage nos rêves, on partage nos parcours dans ces autres sphères de réalité. Et les artistes créent de nouvelles œuvres. Donc, on va créer de nouvelles œuvres qui sont basées dans le temps et sur le territoire. Et on va proposer des expériences, en fait. C'est une expérience artistique. Donc, on sort de la galerie, là. On sort vraiment du cube blanc. Et on est sur le territoire où les gens vont être invités à entrer en relation à travers une production artistique, à travers une performance, à travers une installation, à découvrir un autre aspect de la relation au territoire. Donc, c'est un peu ça. En gros, c'est un peu ça le projet sur lequel je travaille présentement.
Parce qu'en fait, je pense qu'être artiste, c'est une manière de percevoir puis d'aborder le monde. C'est une manière d'être dans le monde. Et tu sais, quand j'écoute ce que tu me dis, ça me renvoie à deux choses. La première, c'est ce qu'on dit souvent, qu'il n'y a pas, le mot art n'existe pas dans les langues autochtones. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que le mot art, il existe. Il y a plein de mots pour parler d'art dans les langues autochtones. Mais c'est pas un mot passif. C'est souvent des mots d'action, c'est souvent des mots actifs. Et je pense que c'est la deuxième collision des visions du monde. C'est après la notion de propriété, je te dirais, c'est le concept d'art. L'art, je pense qu'il y a eu vraiment une grande mésentente sur l'art et la production artistique qui était complètement intégrée à la vie quotidienne. L'art faisait partie de l'expérience quotidienne de la communauté, des communautés. C'était pas quelque chose qui était séparé, c'était pas quelque chose qui était destiné à une partie d'une élite, ou c'était pas où il fallait se déplacer pour aller en faire l'expérience. C'est vraiment quelque chose qui était beaucoup plus intégré. Je pense qu'on s'en retourne vers ça. Je pense que, en fait, si on prend encore une vue allongée du temps, la façon dont la vision eurocentrique des pratiques artistiques s'est imposée sur les pratiques matérielles, les cultures du monde, ça va être un tout petit instant dans l'histoire. Cette idée-là des disciplines, la manière dont la vision eurocentrique a imposé des catégories, a imposé un certain élitisme des pratiques, la manière dont il a déclassifié aussi la culture matérielle des Premières Nations, où c'était pas possible que... C'était pas de l'art. Ça devenait, les objets d'art devenaient ou bien des artefacts ou devenaient de l'artisanat. On a complètement déclassifié, on n'a pas compris. Je pense que les premiers arrivants ici n'ont pas compris ce qui était en face d'eux. L'artiste Mike McDonald racontait une histoire. Mike, qui est un artiste que j'ai connu à part. Ouais, Mi'kmaq, qui n'est plus avec nous maintenant, mais qui a vraiment fait du travail remarquable, un artiste de nouveaux médias. Il racontait une fois qu'un des aînés dans sa communauté disait que la vraie tragédie du Canada, c'est pas qu'on a empêché les gens de parler leur langue. La vraie tragédie, c'est que les nouveaux venus n'ont pas adopté la culture d'ici, les cultures d'ici. Donc, il y a eu des grandes mésententes, en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment, encore pour retourner dans les cycles, je pense que ce cycle-là du colonialisme et de ce que ça a apporté, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de ce cycle-là aussi. Et avec le recul, on va s'apercevoir, je pense, que ça va être un tout petit instant dans un espace beaucoup plus vaste. Et on est en train de retourner à des connaissances très profondes de qu'est-ce que ça veut dire de vivre ici, sur cette planète. Ce que ça implique comme possibilité, mais comme responsabilité aussi, et de maintenir les relations harmonieuses. L'activiste Sheila Watt-Cloutier. Il est important de reconnaître à quel point l'environnement, la santé, l'économie, la culture et les droits sont étroitement liés dans notre société. La Terre est une entité vivante qui respire, tout comme notre corps. Notre survie dépend entièrement de la vie dans la nature et non pas en dehors de celle-ci. L'écrivain
Robin Wall Kimmerer. La terre est le véritable maître. Tout ce dont nous avons besoin en tant qu'étudiants, c'est d'être attentifs. Ben, tu as plus ou moins répondu à ma prochaine question autour du rôle de l'art, parce qu'on vient de redéfinir l'art et puis de le mettre dans un contexte beaucoup plus large. Et ça explique beaucoup ça, parce que maintenant, le milieu artistique, de plus en plus, veulent contribuer à résoudre le problème de changement climatique, mais c'est pas la bonne approche de dire qu'il y a un problème puis qu'on va créer de l'art qui va résoudre un problème. C'est pas, il y a pas de logique là, mais quand même, il y a une conscience, un éveil qui se fait au niveau du milieu, pas juste du milieu artistique, mais de tous les citoyens qui se rendent compte qu'on est en grande difficulté. Donc, comment tu vois, toi, tu en as déjà parlé, mais peut-être tu peux en parler un peu plus. Peut-être aussi de faire référence aux couleurs primaires, parce que je trouve ça intéressant de recentrer sur les pratiques autochtones. Quelle est votre approche et comment vous voyez le rôle? Je dis vous parce que je sais que vous travaillez en collectif, mais comment tu vois le rôle de l'artiste en ce moment, dans la crise dans laquelle on est? Et il y a multiples crises en ce moment, mais comment tu vois le rôle de l'art maintenant et dans le futur? C'est une question complexe parce que je pense que c'est un rôle changeant. Je pense la dernière année nous a vraiment permis je pense, de sortir des cadres dans lesquels on avait placé l'art, je pense. Ça s'est fait un peu via la technologie, certainement, dans la dernière année de pandémie ou les derniers 15 mois de pandémie. Je pense qu'on a vu une explosion des contenus en ligne. Alors, c'est sûr que ça pousse un peu les cadres, mais je pense que des événements aussi comme le meurtre de George Floyd et ce qu'on vit plus récemment avec la découverte des 215 enfants autochtones au pensionnat de Kamloops, et on regarde la réponse des artistes. On est là dans des manières d'aborder la réalité au quotidien et des réponses au quotidien. Moi, je suis un peu là, ce qui se passe autour de moi et la présence des artistes dans un espace qui devient un espace ouvert, un espace collectif, un espace beaucoup plus instantané, un espace paradoxalement connecté parce que la technologie, je pense qu'on a ouvert des dialogues qui auraient été peut-être moins possibles sans la connexion qu'on a vécue via la technologie ces dernières années. Je pense aussi que les artistes jouent un rôle de pointer vers, je te dirais pas vers des solutions, vers des états d'être ou vers des expériences. Moi, je pense que collectivement, on vit souvent des grands phénomènes de dissonance cognitive. C'est-à-dire, surtout quand on parle de la crise écologique, puis tu en as parlé avec tes autres invités dans d'autres émissions où, tu sais, on a l'information scientifique, on a les chiffres, on se le fait dire, les scientifiques nous disent 12 ans, 10 ans, on voit la calotte glaciaire qu'ils font, on voit ça, mais dans notre quotidien, quand je monte dans ma voiture puis que je vais au supermarché, les étagères sont pleines. Puis il y a de l'essence à la station-service, puis les restaurants vont rouvrir, puis tout le monde va se lancer. Puis le commerce en ligne, c'est pas tari là, durant la pandémie. Donc il y a comme je pense, il y a une dissonance cognitive entre ce qu'on sait intellectuellement et ce qu'on vit au quotidien avec nos 5 sens.
Peut-être que toi, tu le vis différemment parce que tu es proche de la nature, tu as le chalet, tu vois la transformation. Je pense que dans certaines parties du monde, évidemment, les gens le vivent aussi beaucoup. Euh, j'ai des amis qui viennent du Vanuatu où l'île est en train de disparaître complètement. Donc, c'est sûr qu'il y a, pour des populations, c'est réel. Mais je pense qu'encore pour une majorité d'humains, euh, on ne le vit pas au quotidien. En tout cas, certainement pas en Amérique du Nord, en Europe non plus. Donc, je pense que là, il y a un rôle dans cet espace-là, espèce d'espace liminal entre entre la catastrophe qui nous guette et entre la réalité où il semble que dans le fond, c'est pas si urgent, puis on continue à mettre nos affaires dans la boîte bleue pour le recyclage. Tu sais. Là, il y a un espace fertile où les artistes, je pense, jouent un rôle important euh, de pointer vers les choses, mais aussi de proposer des expériences où dans le fond, on n'est pas en train de dire, mais on est dans le faire et dans le senti. Moi, je dis la solution au climat, à la crise climatique, c'est cardiaque. Ça va passer par le cœur. C'est du travail cardiaque, c'est du travail de cœur. C'est de retomber en amour avec la planète. Tu sais, c'est ça le travail. Puis c'est pas étranger au projet de couleur primaire parce que, tu sais, quand je parle de placer les arts autochtones au cœur du système des arts canadiens, euh, dans le fond, ces pratiques-là sont les pratiques d'ici. C'est des pratiques qui émergent du territoire ici, le vaste territoire d'ici. Hein, c'est un territoire très vaste avec des cultures très différentes, mais peu importe là où on est sur le territoire, dans notre pays, les pratiques artistiques, ces pratiques-là émergent d'ici, de la réalité d'ici, d'une connaissance d'ici, d'un contact avec le supranaturel d'ici, avec la magie du territoire d'ici. Et ça, c'est primordial. C'est qui on est. Ça nous informe tous. Si on vit ici, on a intérêt à être en contact avec ces connaissances-là parce que ça nous apprend à comment être ici, en relation avec ce territoire. Même si nos ancêtres sont arrivés il y a 400 ans ou que ta famille est arrivée l'année passée, tu es ici. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est comme établir les bonnes fondations. Et c'est pas un travail qui se fait à l'exclusion de personne. Ça exclut pas les autres pratiques, ça exclut pas les autres cultures. Au contraire, ça les met à la bonne place. C'est comme rétablir l'équilibre, un équilibre qui a été perdu. Et je pense qu'avec les changements démographiques et avec d'autres systèmes de connaissances aussi qui existent ailleurs sur la planète, je trouve au Canada, on a la chance d'avoir des artistes qui sont en contact avec ces ensembles de connaissances. Donc, de faire de la place pour ces artistes-là, les artistes noirs, les artistes de différentes cultures, et de s'assurer qu'ils fassent partie aussi de l'imaginaire de nos futurs collectifs. De ramener ça, de rebrancher, si tu veux, ces connaissances-là qui sont, dans le fond, j'aime pas parler d'universalité, mais je pense que c'est des cultures qui sont proches de cette relation-là au territoire. Donc, je pense que c'est de ça dont on a besoin urgemment. On parle de réécrire le narratif. David Maggs, qui était sur une des émissions, parle de reauthoring the world. Mais je suis encore en train de réfléchir à ça parce que ce que tu viens de dire, toi, c'est ça jusqu'à un certain point, mais c'est aussi d'écouter les voix qui sont ici depuis tellement longtemps et qui sont liées au territoire
et d'utiliser ça comme point de départ ou comme point de référence, tout en ayant toutes les autres cultures qui sont le complément de ces choses-là. Donc, est-ce que c'est une réécriture ou est-ce que c'est un processus d'écoute? C'est un processus d'écoute profonde, d'écoute Ouais, attentive, oui. c'est ça. Oui, parce C'est que ça. c'est là, c'est là. C'est pas parce qu'on n'a pas écouté que c'est pas là. C'est Hmm. toujours là. C'est parce qu'on n'a pas porté attention ou on a interprété les choses différemment. On a imposé, tu sais, je veux dire, l'art eurocentrique ou les cultures eurocentriques ont imposé des manières de voir, des manières de classifier, des manières de privilégier, des, des, des philosophies, des postures politiques, sociales qui sont pas à l'avantage de l'être humain, à mon avis. Ben, je te trouve très lucide dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire clair. Je dis souvent, pour expliquer cette position-là, je dis souvent, tu sais, si par exemple, on interdisait l'opéra d'être présenté au Canada, la forme opératique mourrait pas parce qu'il y a une terre-mère, il y a une mère-patrie quelque part. Si on empêchait le kaito drumming, le tambour kaito d'être pratiqué au Canada, cette pratique-là disparaîtrait pas parce qu'il y a une mère-patrie. Mais les pratiques artistiques autochtones, la mère-patrie, c'est ici. Alors, si on n'en prend pas soin, si on les soutient pas, si on les met pas au cœur de nos préoccupations, de notre soutien, de notre amour, et si elles disparaissent, mais elles disparaissent pour toujours parce qu'il y a nulle part ailleurs où les régénérer. Et je pense que ça nous confère une responsabilité, pas juste aux Autochtones, mais à tout le monde. Et la perte ne serait pas juste pour les peuples autochtones non plus. Je pense que la perte serait pour les Canadiens, mais ultimement pour le monde. Et je pense que c'est la même réalité pour différentes parties du monde, en fait. Où le colonialisme a vraiment eu des effets néfastes et qui nous a amené à un capitalisme effréné avec les résultats qu'on connaît. Alors, je pense que je ne sais pas si de réécrire, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de rien réécrire du tout. Je pense qu'on a juste besoin de porter attention. Je pense qu'on a juste besoin d'écouter. En fait, je pense qu'on a juste besoin de se la fermer un peu pour un petit bout. Tu sais? Puis de penser qu'on est. Parce que dans la notion de authoring, le mot author, ça présuppose le mot d'autorité, authority. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je ne suis pas certaine que c'est de ça dont on a besoin maintenant. Je pense qu'en fait, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut changer notre rapport d'autorité. Il faut déconstruire cette idée-là qu'on est en train d'être les décideurs ou les maîtres de quoi que ce soit. Je pense pas que c'est la bonne approche. Je pense qu'il faut écouter. Je dis pas qu'il faut pas imaginer. Je pense que l'imagination, c'est important dans cette écoute attentive. Mais de penser qu'on va réécrire, c'est peut-être un peu prétentieux. Le théoricien de la culture, Thomas Berry. Notre défi est de créer un nouveau langage, voire un nouveau sens de ce que c'est que d'être humain. Il s'agit de transcender non seulement les limites nationales, mais l'isolement même de notre espèce, pour accéder à la plus vaste communauté des espèces vivantes. Cela donne un sens complètement nouveau à la réalité et à la valeur. Oui, ben, je pense que c'est plusieurs artistes présentement et des universitaires aussi, et des historiens, et des anthropologues qui se penchent sur la question de la décolonisation, d'une approche décoloniale. C'est ce réflexe-là de vouloir trouver des solutions vite faites, là. OK, on a un problème, on va le résoudre. Puis ça va être les 10 meilleures solutions en ordre prioritaire.
Mais ça, il faut arrêter de faire ça. À mon avis, ça, c'est vraiment un réflexe colonial. Il faut cesser de penser qu'on va régler le problème vite. Et en fait, cette rapidité-là, ce réflexe de rapidité, puis de vouloir, parce que c'est une autre forme de contrôle, on va le régler, on va le contrôler. Je pense qu'au contraire, il faut adopter des approches beaucoup plus ouvertes. Je pense que des principes comme celui de la polyvocalité, par exemple, est un élément important. L'idée aussi même de notre rapport au savoir. Je pense qu'il faut repenser notre rapport au savoir, cette idée-là de l'expertise, tu sais, qui est le savoir qui est une forme de bien qu'on accumule et qui nous confère une autorité et qui nous met donc en relation de pouvoir avec les autres. Je pense qu'il faut repenser notre relation au savoir. Le savoir comme le territoire qui appartient à personne. C'est une chose qu'on partage. C'est une chose de laquelle on prend soin, le savoir. Mais c'est pas quelque chose qu'on accumule pour en tirer profit, je pense. Et donc, il y a toutes ces approches-là. C'est un travail qu'on fait avec le projet L'Initiative Couleurs primaires, de mettre de l'avant ces pratiques décoloniales qui sont en train d'être inventées. On est vraiment dans une mouvance, là. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas le top 10. C'est vraiment un projet qui est en train de se développer. Et ça se fait au niveau tant individuel, personnel, parce que je pense qu'on est tous habités par ça, ces réflexes-là coloniaux. Et donc, collectivement aussi, d'être capable de mettre en place des espaces où, en fait, souvent, c'est assez inconfortable parce que de changer des réflexes ou de se rendre compte de certains réflexes, souvent, c'est pas très confortable, mais d'être capable d'avoir suffisamment en anglais, on dit stamina. Je ne sais pas en français le mot, mais d'être capable de rester dans cet inconfort-là, de ne pas à tout prix vouloir régler. Donc, on a un problème, et c'est vrai, le Canada a vraiment un problème sérieux, puis je pense qu'on l'a vu avec la découverte, là, il y a une dizaine de jours, des enfants autochtones. On a un problème qui n'est pas encore réglé et je pense que au lieu de vouloir courir vers une solution, le réflexe maintenant, c'est peut-être de ralentir et d'écouter avant de vouloir formuler à tout prix une nouvelle proposition. So I'm with Hildegard Westerkamp. To allow for time to pass without any action and without any solution, and to just experience. And I think that slowdown is an absolute, if there is any chance to survive, I think that kind of slowing down through listening and meditation and through not doing so much, I think there's some hope in that. C'est dans mon entrevue avec Hildegard Westerkamp en avril, quand j'étais à Vancouver, elle dit exactement la même chose. Elle dit notre seul espoir, c'est de ralentir puis d'écouter. Peut-être pas le seul espoir, mais notre meilleur espoir, c'est de ralentir et d'écouter. Puis ça va un peu à l'encontre de la notion d'une crise ou d'une urgence. Mais tu peux être conscient de l'urgence puis avoir une réaction à la limite, à l'opposé d'une crise, parce que il faut passer, il faut aborder la crise d'une façon fondamentale, comme tu disais tout à l'heure. En fait, j'aime beaucoup que tu aies utilisé la notion de cœur, parce que c'est tellement humain de parler du cœur, métaphoriquement, mais aussi physiquement, le centre de comment se centrer, tout ça.
sortir de la tête, puis de sentir l'ensemble des sensations autour de nous. Alors, France, ça fait un bon 40 minutes qu'on se parle. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Je donne toujours la chance à la fin, parce que des fois, il y a des sujets que tu aurais aimé aborder, puis voilà l'opportunité. On a beaucoup couvert de contenu intéressant. Oui, ben, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à parler longtemps. Non, je pense que je veux juste te remercier pour le travail que tu fais, Claude. Merci d'amener ces voix-là. Merci de les partager. Je pense que c'est important. C'est important de donner la parole. C'est important de créer ces espaces-là de réflexion collective, commune. Et donc, ouais, je salue ton travail. Ben, merci. Ben, dans les prochaines semaines, je vais faire un recueil, ce que j'ai appris, et je vais faire des liens entre les différentes conversations que j'ai eues. Chacun est un privilège, et essayer de pas de trouver des solutions, mais de faire un peu plus de sens entre toutes les différentes perspectives que j'ai entendues, et aller de l'avant avec. Je vais faire une autre saison l'année prochaine plutôt sur les pratiques artistiques, comme ce qui se fait sur le terrain. Parce que là, je suis beaucoup dans les nuages, puis dans les théories, puis la philosophie. Mais là, qu'est-ce que les artistes font? Puis quelle est la réaction du public? Et regardons les pratiques artistiques, comme ton projet là, autour du rêve. Ça serait intéressant d'en reparler, par exemple. Et de comprendre, sans être analytique là, dans le sens de critique, mais juste de vivre l'expérience de l'expérience en conversation. Et comme ça, on peut, peut-être qu'on ne verrait jamais cette œuvre-là, mais on va comprendre les différents points de vue de pourquoi est-ce que c'est été créé et quelles sont les intentions. Ça me stimule beaucoup parce que ça donne de l'espoir quand on sent une œuvre d'art et on rencontre les personnes qui sont dans le processus. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci bien. Au plaisir. À bientôt.